Afternoon and welcome everyone to this WHO. Bonjour, bienvenue à ce webinaire OMS. Nous attendons encore une minute pour permettre aux autres participants de nous se joindre à nous aujourd'hui. Et nous allons passer en revue l'ordre du jour avec vous tous. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire OMS qui s'appelle Paquet de soins pour les adolescents avec la maladie avancée STOP et de SIDA. Je m'appelle Maria Penezzati, je suis dans le département hépatite pour le siège à Genève de l'OMS avec mes collègues. Merci pour pouvoir aborder ce sujet très important pour la réponse pédiatrique au sida pour les adolescents et les enfants. Donc, quelques points d'ordre pour vous orienter, pour l'utilisation de Zoom, en particulier pour la fonction interprétation qui est disponible en français et en portugais. Et notez que si il y a des problèmes de technologie, vous pouvez utiliser le chat avec EcoIT et on vous encourage également de marquer votre nom et votre organisation. Rappelez-vous que nous allons partager des diapositives et des liens pour l'enregistrement à la suite de ce webinaire et cette session est enregistrée. Après la session, donc votre participation, vos consentements être enregistrés. Donc, vous pourrez obtenir un certificat de présence en remplissant un sondage court et que et ce ne sera pas partagé. Les données ne seront pas partagées pour quelque raison que ce soit. Pour ce webinaire, s'ajoute à les autres interactions précédentes qu'on a eues avec beaucoup de pays. Ça a commencé déjà 2 ans de cela lorsque nous tous, on s'est préparés pour les réunions de groupes techniques qui a débouché sur une mise à jour des politiques sur le test et le VIH. Et nous avons fait le suivi de ce travail en ayant des conversations périodiques pour explorer la mise en œuvre et de voir comment on peut soutenir la population avec des problèmes globaux. Et un troisième tour pour explorer l'impact de COVID-19 sur la mise en œuvre des programmes pédiatriques pour le sida et pour voir les problèmes spécifiques qui existent maintenant. Donc, le quatrième tour, avec la plateforme ECHO, nous espérons que nous allons atteindre davantage de collègues dans la communauté de praticiens pour la réponse pédiatrique au VIH. Et nous travaillons avec des groupes de techniques, avec des cliniciens, des travailleurs de la santé de première ligne grâce à la plateforme. Donc, nous allons, donc tous les groupes membres sont bienvenus. Ces webinaires ont pour intention d'offrir une plateforme où on peut partager des informations et une discussion interactive sur les progrès et les problèmes en cours sur l'amélioration des services VIH pédiatriques dans certains pays. On utilise cette plateforme pour partager et disséminer les documents les plus récents lancés par l'OMS et les partenaires en juillet de cette année. Voici les plus récents
quelques documents les plus récents. On va se concentrer sur le paquet de soins pour la maladie VIH avancée. Donc ici, vous voyez cela. Il y aura des présentations importantes qu'on va partager pour partager le contenu des, de ces guides et la mise en place de ces interventions et la gestion clinique de ces cas. Comme vous pouvez voir, beaucoup de nos partenaires collègues ont investi du temps pour parler de leur expérience que nous allons partager aujourd'hui et nous allons avoir une conversation interactive. J'aimerais remercier Christine et Samy Vercueil qui vont modérer 2 sessions de ce webinaire d'aujourd'hui. Cela dit, je donne à Lisa Frigati qui a été vraiment très importante pour coordonner le travail de l'OMS et qui a permis la préparation pour ces webinaires et pour les documents. Donc, Lisa, vous avez la parole. Bonjour, est-ce que vous pouvez voir l'écran? Pas encore. Donc, je vais passer en revue la définition de la maladie avancée pour montrer la différence entre les adultes et les enfants. Pour les enfants qui ont plus de 5 ans, qui ont une maladie d'étape 3 ou 4, selon la définition MS, ou des comptes de cellules CD4 inférieurs à 200 cellules par millimètre cube. Et les enfants inférieurs à 5 ans, selon les directives OMS, il ne faut pas considérer qu'ils ont la maladie grave. Et même si les enfants il ne faut pas considérer qu'ils ont une maladie avancée s'ils ne répondent pas aux définitions. Donc, 30% des enfants, des adolescents continuent à avoir une immunosuppression grave et avec des comorbidités, la tuberculose, la pneumonie, y compris la pneumonie PGP et la méningite cryptococcale et la malnutrition grave. On essaie de renforcer les interventions, les regrouper. D'abord, on doit dépister, traiter, optimiser et prévenir les morbidités pour les enfants qui sont infectés avec le VIH. Donc, on ne va pas passer sur le guide de politique. D'autres vont le faire, mais j'aimerais souligner le fait que le tableau dans le document qui divise l'intervention en termes de fenêtres d'âge jusqu'aux adolescents, entre 10 à 19 ans. Et pour le dépistage cryptococcal et le traitement préventif, on ne le fait que pour les adolescents. Et pour souligner le tableau 3, des doses prophylactiques selon le poids, et cela peut être utile pour vous. Donc, j'aimerais passer maintenant à mon collègue Christine pour présenter le Dr Pascal du Cameroun. Merci. Merci Lisa et merci Martina. C'est avec plaisir d'être ici. Je vais présider la prochaine session. Nous avons 4 présentations. Notre premier présentant est Dr Pascal Atanga. Il est conseiller technique pour le traitement VIH, Cameroun, Baptiste Convention, les services de santé. Donc, il va faire une présentation sur les études cliniques pendant les prochaines 5 minutes. Et à ce moment-là, je vais demander au docteur Pascal de présenter. Donc, à vous, docteur Pascal. Merci, Christine, pour la parole. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran?
Merci. Je suis docteur Pascal des services Cameroun Baptist Health. Donc, je vais présenter un cas d'étude d'un de nos hôpitaux dans la région du Nord-Ouest du Banso le Baptist Hospital. Nous sommes partenaires dans l'Afrique de l'Ouest centrale au Cameroun. Donc, il faut avoir le consentement par celui qui donne des soins pour utiliser ces cas comme à des fins didactiques. Donc, il y avait un bébé Emmanuela, un orpheline de 12 mois d'une mère célibataire qui avait amené pour l'examen par la tante. Et il y avait une histoire historique d'antécédents de diarrhée, fièvre, et une langue blanche, et elle n'arrivait pas à grandir, pas de tout, pas de contexte pour l'accouchement et pour les soins anténataux, et parce que la tante a trouvé l'enfant au cours des funérailles de sa sœur. Donc, examen physique, lorsqu'on est arrivé, l'enfant avait des crépitations dans les poumons, une candidose et peu de cheveux, fontanelle antérieure déprimée, et l'enfant pesait 5 kilos et 63 cm de longueur. Et la circonférence des bras était très faible, 9 cm. Donc, diagnostic de malnutrition grave, déhydration avec candidose orale et une infection des poumons, et dans un contexte d'infection HIV et VIH. Et c'était une maladie avancée selon les tests qui étaient positifs. Nous n'avions pas beaucoup d'informations. On a fait un PCR rapide et elle était positive. Et elle a été examinée et gérée, son cas géré. Et les résultats étaient positifs 2 semaines après. On a continué son traitement. Je ne vais pas parler du traitement ici parce que nous avons des panélistes qui vont en savoir davantage sur comment gérer ce cas. Donc, 7 mois plus tard, nous avons examiné le bébé à nouveau. Elle allait plutôt bien, elle recevait le traitement. Elle pesait 9 kilos, elle était 66 cm de longueur et la circonférence des bras avait augmenté à 13,5 cm. Donc, on peut voir la courbe, et elle était entre moins 1 à 0. Donc, elle était dans un bon endroit. Et on a eu le consentement de la personne qui donnait des soins, donc nous autorisant d'utiliser ce cas à des fins didactiques. Donc, voici comme elle était, 5 kg à 12 mois. Et quelques mois après le traitement, vous pouvez voir l'évolution. Nous perdons le son, nous n'avons pas le son. Donc, il faut partager cela. Il faut traiter le patient et pas le VIH, parce que ce qui se passe dans le contexte, une fois qu'on a fait un diagnostic de VIH, on ne s'occupe pas de l'enfant. Mais maintenant, on voit que si vous traitez l'enfant globalement, alors l'enfant reçoit le bon traitement. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez gérer le cas de cet enfant et malgré la maladie avancée. Donc, je veux remercier notre équipe clinique à Banso Baptist Hospital qui est menée par le docteur Vanessa, la personne qui s'occupait du bébé. Merci pour le consentement à utiliser ce cas à des fins didactiques, et PrEPFAR Cameroun et RTG Northwest. Merci, docteur Pascal, pour cette présentation clinique.
Donc, ça nous a ramené à nos jours cliniques. Deuxième présentateur, docteur Lara. Elle est conseillère diagnostique au département VIH, hépatite à l'OMS, au siège de l'OMS. Et Lara va parler du dépistage pour les enfants et les adolescents pour la maladie avancée au VIH. Donc, merci. Lara, vous avez quelques minutes pour votre présentation. Merci beaucoup, tout le monde. J'espère que vous pouvez m'entendre. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Donc, je vais parler de l'élément de dépistage que Martine et Lisa ont abordé dans le cadre du guide de politique que je viens de mentionner qui mettent en exergue quelques considérations pour les enfants et les adolescents spécifiquement, comme vous savez. Et on a eu des directives de maladies avancées qui a été développée plusieurs années auparavant. Et parfois, c'est important d'adapter certaines directives pour les différentes populations. Je pense que l'équipe a fait un bon travail pour cette population. Donc, je vais parler maintenant des éléments principaux de dépistage. Je sais que d'autres parleront de cela également. Donc, voici les éléments clés à l'élément dépistage. L'élément principal est pour le TB, surtout pour les enfants et les bébés. Il faut dépister le TB grâce à un algorithme clinique, et je vais en parler à la prochaine diapositive. Mais les symptômes typiques auxquels on pensait, Pascal les a abordés également. On essaie d'assurer un accès à certains tests diagnostiques qui existent pour soutenir la confirmation TB. Et à la fois, c'est le diagnostic moléculaire rapide. Il y a des directives qui ont été développées par l'OMS sur un test qui s'appelle le LF-LAM. Il y a d'autres noms, TB-LAM, il y a d'autres noms, mais on va voir comment cela est peut-être utile pour l'infection cryptococcale et certains de nos collègues passeront en revue les différents taux de prévalence pour les différentes infections confrontées par ces populations. Mais un élément important, on ne voit pas beaucoup d'infections cryptococcales chez les enfants et les bébés. Donc, on suggère un dépistage, surtout pour les adolescents. Et comme a dit le professeur Pascal, on continue à suivre la malnutrition et de dépister pour la malnutrition en utilisant l'élément poids pour l'âge et hauteur pour l'âge, etc. Donc, quand on parle de l'algorithme qui a été développé, on n'a pas besoin de trop détailler, mais la grande boîte ici qui parle pour le TB, pour les symptômes, et c'est le mauvais, peu de gain de poids, la fièvre, la toux et un antécédent avec un cas TB. Lorsqu'un adolescent, un enfant présente ces symptômes, on les encourage par la suite à confirmer la tuberculose en utilisant certains produits diagnostiques. Lisa, on a abordé cela auparavant un peu rapidement, mais ce serait bien de réfléchir sur les différentes catégories d'âge pour les différents outils de dépistage. Du côté TB, on veut dépister pour tous les groupes d'âge de même, que ce soit pour le moléculaire ou bien pour le LF-LAM et surtout pour faire le cryptococcus, surtout pour les adolescents, donc au-delà de 10 ans. Lorsqu'on pense des tests moléculaires TB, il faut tenir compte qu'il y a beaucoup de produits qui ont déjà été achetés, placés dans les pays et qui peuvent être utilisés pour la tuberculose. Et les programmes VIH ont acheté et cela est peut-être partagé pour les deux maladies, donc pour assurer qu'un accès est assuré. Donc, le premier produit TB sur le marché. Maintenant, il y en a 12 appareils qui existent à travers les pays et à travers le programme Global TB. Il y a des produits additionnels qui se présentent également. Et voici un qui vient d'être recommandé par l'OMS et d'autres noms, d'autres produits en bas à droite qui vont... Il y aura également
beaucoup de cela ont été déjà achetés par les programmes VIH et on essaie d'encourager du côté VIH le partage de nos appareils et d'intégrer pour créer, augmenter l'efficacité et augmenter l'accès. Une des considérations clés pour diagnostiquer le TB dans les enfants, c'est c'est par exemple la collecte de crachats, des échantillons de crachats peut être difficile pour les enfants. Donc, on a cherché d'autres types d'échantillons, par exemple les sels à considérer pour ce type de population. Lorsqu'on regarde le, le test pour TB de dépistage LFLM, c'est sorti l'année dernière. C'est un test relativement facile. Vous pouvez utiliser l'urine. Vous mettez ce test dans le conteneur de l'urine et après quelques minutes, vous aurez le résultat. Ce n'est pas, la performance n'est pas aussi bon que, que d'autres, mais c'est moins cher et cela peut soutenir donc cet échantillon alternatif également. Il y a des considérations clés pour le LFLAM et c'est marqué ici pour les enfants donc, et les adolescents. Lorsque vous regardez l'algorithme, surtout si les bébés ont ces symptômes au dépistage, on recommande d'utiliser ce test pour soutenir le diagnostic de la TB active chez des enfants et des adolescents vivant avec le VIH. Il y a des considérations de mise en œuvre importantes dont il faut tenir compte, surtout lorsque nous considérons du dépistage et des tests décentralisés. Il faut s'assurer que les protocoles et standards des procédures opérationnelles standards sont en place pour obtenir et transporter les échantillons pour les jeunes enfants. La formation et expertise pour la phlébotomie pédiatrique et passer des commandes pour les sachets d'urine, les lavages gastriques, l'induction de sputum et la collecte d'échantillons de sel et le traitement nécessaire, tout cela doit être considéré. Il faut explorer la capacité pour les antibiotiques et pour s'assurer que le traitement de première ligne optimal pour les infections bactérielles. Donc, voici les considérations en termes de coûts. Ça peut être important pour le nombre, dans différents contextes. On a des références qui viennent de différentes sources et j'ai quelques photos des tests à droite. Et je vais montrer des photos de LFLM. Et vous avez le test cryptococcal antigène. Il y a le Visitech qui est un flux latéral pour CD4 et quand Lisa a montré comment définir la maladie avancée pour les enfants et les adolescents, c'est toujours pour ceux qui ont au-delà de 5 ans, c'est un test qu'on peut décentraliser pour soutenir l'identification de la maladie avancée pour les enfants plus âgés et les adolescents. Et le prix est d'environ 4 $. Pour TBLM, c'est moins de 4 $. Et le prix pour le Gen Expert sont au test, mais les négociations continuent et on va voir si on peut avoir des prix transparents pour le test TB, pour la maladie grave également. Donc, je vais parler des écarts en matière de recherche. Nous avons quelques infections clés qu'il faut détecter, mais il faut voir comment on peut soutenir le dépistage pour la pneumonie, pour le cytomégalovirus et d'autres infections. Et on continue à travailler dans la recherche-développement pour essayer de créer et de développer des tests moléculaires rapides qui peuvent être faits au lit pour les enfants et la collecte des échantillons alternatifs vu la difficulté qu'on peut avoir avec l'échantillonnage de ces populations, la collecte des échantillons et
pour résumer rapidement, nous avons des produits diagnostiques qui existent déjà pour soutenir les enfants qui ont la maladie VIH avancée. On peut déjà commencer à continuer pour transporter les enfants et les adolescents, les soutenir. On a le LFLM qui utilise l'urine, qui peut être un outil diagnostic clé pour identifier les TB chez les enfants, qui peut être utilisé de manière très décentralisée et très peu coûteux. Nous avons des nouveaux tests TB moléculaires qui arrivent sur le marché, qui sont validés avec des échantillons non sputum, pas de crachat. Et quand je parlais de le test antigène cryptococcal simple et rapide disponible pour les adolescents, pour le diagnostic des adolescents. Et il y aura d'autres tests pour d'autres infections. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais donner à notre modérateur Christine qui aura la parole pour continuer. Merci Lara pour cette présentation sur les produits diagnostiques disponibles pour les enfants et certains des prix, des considérations le prix et des choses que nous devons aborder par la suite. Notre troisième présentant est Dr Pablo, et spécialiste des infections pédiatriques de Madrid, Espagne, et professeur associé de l'Université de Madrid, Espagne. Il va faire une présentation sur le traitement VIH en se concentrant sur les enfants. Et la présentation va durer 10 minutes. À vous, Dr Pablo. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Pour la présentation. Merci pour cette Et présentation. très bonne présentation. Donc, je vais me concentrer. Je vais me concentrer sur les questions de traitement. Merci à l'OMS et tous les groupes qui travaillent dans cette zone, car nous continuons à voir des enfants, spécialement dans l'Afrique subsaharienne, avec des maladies en état d'avancement, et il faut donc décroître cet impact, et nous devons faire un diagnostic tôt du VIH et avoir un traitement dans les premières phases. Je vais parler des maladies qui nous semblent être les plus importantes à aborder. Tout d'abord, tuberculose, ensuite la pneumonie sévère, troisièmement les infections bactériennes, ensuite méningite streptococcale, et à un cinquième endroit, la malnutrition. Et nous allons donc passer par chacune de ces maladies. Et tout d'abord, vous avez des enfants qui sont, par exemple cet enfant qui est un enfant de 6 ans d'âge qui arrive à la clinique avec ses lésions dans les poumons ou sur les poumons. L'enfant tousse depuis 3 semaines et il a de la fièvre. Alors, comment est-ce que l'on va gérer tout cela? Eh bien, tout d'abord, le premier message, c'est qu'il faut toujours se dire que VIH et tuberculose ont une collection. Il faut montrer à nos collègues dans tout le monde que si on voit la tuberculose, il faut réfléchir à se dire VIH. Et si on voit VIH, il faut penser TB. Et il y a donc une combinaison de TB et de VIH. Pour l'enfant qui se présente avec ces symptômes cliniques et ce type de rayon X, il faut avoir un diagnostic TB, mais il faut également faire un test VIH, le dépistage VIH, quel que soit l'âge. Il faut un test spécifique. Au plus tôt on diagnostique, au plus tôt on peut traiter et soigner cet enfant. Pour les professionnels, et le traitement, quel est-il? C'est le même traitement, c'est les mêmes médicaments pour un enfant qui soit positif TB, positif VIH ou négatif. C'est les mêmes médicaments, c'est la même durée de temps, très important. Voilà les recommandations. Toutes les formes de nouvelles formes de TB pulmonaire ou extrapulmonaire doivent recevoir 2 mois de manière quotidienne et 4 mois de RH. Tous les jours, même médicament, même durée, 6 mois et même médicament.
le message pour les gens qui sont traités par TB, c'est il ne faut pas avoir peur. Le traitement va finir par obtenir le même résultat. Beaucoup d'entre vous les ont utilisés. Voici ce que l'UNICEF a dit en permettant que ces enfants puissent avoir ces combinaisons pour le traitement de TB parmi les enfants. Et c'est très facile. Vous pouvez combiner et faire cette combinaison entre les différents médicaments en forme de cachet pour continuer avec cette combinaison telles qu'elles ont été décrites. Bien sûr, en fonction du poids, au-dessus de 25 kg, il faut passer aux doses recommandées pour les adultes. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait mangeable avec un bon goût pour les enfants. Ces résultats sont absolument excellents. Que dire du traitement de VIH? Est-ce que c'est le même traitement pour les antirétroviraux? C'est ici que les choses se compliquent légèrement. Il faut se rappeler que la rifampicine réduit le PI pour les enfants et également nevirapine. Mais lorsque l'on commence le traitement avec rifampicine sur un enfant qui souffre de VIH, il faut se souvenir que l'enfant aura besoin de s'adapter au traitement VIH, l'antirétroviral. Eh bien, si l'enfant est avec 2 RTI, il y a des doses normales. Si l'enfant est 2 RTI, avec le pénérotonavine, le traitement devra s'adapter et pas de dose normale et même pas double dose, car ce n'est pas suffisant. Et il faudra un super boost, comme ça a été clairement dit dans les documents. Également, ici, nous faisons référence au DTG, les résultats encourageants, avec les essais auxquels vous avez peut-être participé. Les enfants au-dessus de 25 kg, double dose de DTG, ça veut dire quoi? 50 mg le matin et le soir. Ce sera suffisant pour les enfants qui sont traités de TB avec DTG. Adapter le traitement VIH antirétroviraux au traitement de TB pendant que l'enfant est en train de prendre ses médicaments. Pour la partie suivante, nous avons seulement 10 minutes. Le traitement de la pneumonie sévère. On a vu des cas de pneumonie sévère dans le monde, et particulièrement dans le sud-Sahara en Afrique, comme cet enfant qui est au Mozambique, qui est un enfant de 10 mois, avec une évaluation qui montre une fièvre au cours des 48 dernières heures, difficulté respiratoire, RR à 75 et la saturation est à 86%. Ceci sera une pneumonie sévère basée sur les classifications habituelles. On a même pris un rayon X de la poitrine avec des dommages considérables sur les poumons. Quelle est la recommandation? Voici les lignes d'orientation. Recommandation 4, ampicilline ou de la pénicilline lorsque l'ampicilline n'est pas disponible, avec du gentamicine ou ceftriaxone qui sont recommandés comme antibiotiques de première ligne pour les enfants en dessous de 5 ans d'âge. Il faut donc leur administrer ceci. Mais il est clairement dit dans la recommandation 5 qu'un traitement contre moxazole empirique pour la pneumocystis jirovecii, pneumonie, est recommandé comme traitement additionnel pour les enfants affectés par le VIH et exposés à les enfants âgés de 2 mois à 1 an avec une pneumonie sévère. Nous savons que le PCP est assez commun dans les enfants dans des situations comme celle-ci. Quand on voit un enfant comme ceci, s'il vous plaît, vous et vos confrères, testez pour le VIH, car un enfant en dessous d'1 an avec cette pneumonie sévère doit recevoir des antibiotiques et si c'est moins d'1 an d'âge,
et il y a un VIH suspecté ou confirmé, il faut un traitement pour le PCP. Tenez donc compte de ceci pour les enfants de moins d'un an s'ils sont suspectés de souffrir de VIH. Troisièmement, les infections bactérielles sévères, bactériémies très communs, Streptococcus, Staphylocoque, Salmonelle. Et il faut donc y avoir ici une sepsis bactérielle dans les enfants qui vivent avec du VIH. Mais rappelez-vous, ceci dit, ces enfants qui ont été diagnostiqués avec des comptes bas, il sera très important de pouvoir éliminer la bactérie. Quatrièmement, le traitement de la méningite cryptococcale, c'est le type que vous allez peut-être retrouver dans votre clinique avec, par exemple, un enfant de 3 ans qui a le VIH, qui a ART depuis 1 an avec bonne adhérence. CD4 est à 1700, 30%, raisonnable, avec de la fièvre récemment, des vomissements, des maux de tête et qui se sent un peu vaseux. Est-ce que ça peut être la méningite cryptococcale si on soigne les adultes? On connaît méningite cryptococcale. Il y a une idée très claire de la façon dont c'est diagnostiqué et traité, mais dans ces enfants spécifiquement, avec les enfants, 3 ans, ART bien contrôlé, ce n'est pas très commun. Donc, un autre message pour les confrères aujourd'hui, la méningite cryptococcale est extrêmement rare chez les enfants et spécialement s'ils ont des bons traitements anti-rétroviraux. Et donc, il faut avoir des doutes si l'enfant est dans l'adolescence ou un des chiffres CD4 très bas, comme Lara l'a dit. Il n'est pas recommandé de faire un suivi d'une autre façon. Nous avons le traitement cryptococcal, la méningite cryptococcale avec le rapport OMS 2018 avec la maladie cryptococcale avec VIH pour les enfants en première semaine. Traitement, c'est pareil à celui d'un adulte. Amphotericine B déoxycholate plus la flucytosine et la deuxième semaine fluconazole selon le poids à chaque fois. Il est clairement indiqué quelles seront les doses à administrer dans le document auquel je fais référence. Et finalement, le traitement de la mauvaise nutrition, la malnutrition, presque la moitié des décès parmi les enfants ont un rapport avec la malnutrition. 45% des enfants qui meurent à cause de malnutrition. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve très souvent, sauf quand on est dans un pays où il y a la guerre. Ce n'est pas seulement une question dans une région qui est en guerre. On peut trouver des maladies qui sont sous-jacentes. Alors, le traitement de la malnutrition évite les décès causés par la pneumonie, la diarrhée ou n'importe quelle autre cause de décès, en fait. L'identification de niveau de malnutrition, pas comme Pascal a présenté, c'est essentiel. Il faut traiter la malnutrition tôt, vite, et encore une fois, diagnostiquer ce qui se trouve derrière. Ça peut être TB, ça peut être VIH ou peut-être les deux. Traitement de la malnutrition. Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants qui sont en état de malnutrition avec le VIH, il faut commencer à ART aussi vite que possible après stabilisation des complications métaboliques et la sepsis. Il faut gérer avec la même technique de nutrition thérapeutique, comme si on était VIH négatif. Et ensuite, des doses élevées de vitamine A et du zinc, inclus dans F75, F100 et RUTF. En résumé, tout d'abord, le traitement de la TB est le même pour les enfants qui ont VIH que ceux qui n'ont pas le VIH. N'ayez pas peur de l'enfant qui a le VIH, c'est le même traitement. Deuxièmement, le traitement de pneumonie sévère chez les petits est très différent s'il y a du VIH, parce qu'il faut penser au PCP.
Et dans le cas de TB, il peut y avoir des cas de pneumonie sévère à cause de TB. Et ça peut causer, comme ça a été montré, avec des études de mortalité, que la pneumonie est importante. Donc la pneumonie sévère, spécialement, doit être diagnostiquée avec VIH pour un traitement en accord, se concentrant sur les PCP, particulièrement stéroïdes, tamoxifène, selon les lignes directrices. Troisièmement, méningite cryptococcale est peu fréquente chez les enfants. Pensez-y seulement si l'enfant est dans sa phase d'adolescence. Et pour terminer, la malnutrition est un élément clé à l'heure d'amener les enfants à la mort. C'est important, la mortalité. Étudier les causes de la malnutrition et commencer à traiter cela vite et tôt. Merci. Merci, Dr. Pablo Rojo, pour cette présentation en parlant des enfants avec TB-VIH. Nous avons Dr. Jason Duffy. Dr. Jason est un pédiatre et fait de la recherche à l'hôpital des enfants de Ontario. Est également professeur de pédiatrie à l'Université d'Ottawa au Canada. Dr. Jason va nous faire une présentation sur l'optimisation des traitements pour éviter les infections. Dr. Jason, c'est à vous. Vous avez 15 minutes. Merci d'avance. Merci et merci aux organisateurs pour cette invitation pour présenter ce webinaire important. Comme mes confrères, comme Pablo a parlé des 2 premiers centres d'intervention de la tactique Stop AIDS, qui est le screen treat, c'est-à-dire faire l'évaluation et le traitement, je vais vers l'optimisation et la prévention. Optimisation pour commencer. Et les 2 premières choses avec la thérapie et le conseil. Alors, initiation ART rapide après 7 jours de diagnostic est recommandé pour toutes les personnes avec le PLWH, y compris les enfants. Les informations que nous avons sur la sécurité et les avantages de cette façon de procéder pour les adultes a été établi et très peu de résultats sur la sécurité et la sûreté de cette technique pour les petits-enfants. Mais au cours de ces dernières années, on a vu certaines informations qui ont été obtenues, ce qui était utile avec une étude menée en Afrique du Sud par Moachi et ses confrères. Il y a eu une observation sur le moment où le RT a commencé avec les enfants avec VIH qui ont été admis avec de la malnutrition aiguë. Les enfants avec VIH ont eu RT très tôt ou jusqu'à ce qu'ils aient eu une récupération de leur état de malnutrition. Et les enfants ont été suivis pendant 1 année, plus ou moins, entre le moment de l'admission de l'ART, qui a été 5 jours, au départ 23 jours, avec le groupe qui a été mis en delay. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il n'y avait pas de différence significative entre les 2 groupes au bout de 48 semaines. Ceci laisse supposer que c'est une façon de procéder qui est sûre, avec le même genre de résultats positifs que rester en attente, mais avec l'avantage de commencer tôt, tandis que l'enfant est hospitalisé. Une deuxième étude utile a été celle qui a été menée au Kenya, où on regarde également un départ très tôt, mais même encore plus tôt, avec les enfants qui avaient été choisis pour recevoir ART au bout de 48 heures ou à l'intérieur d'une fourchette de 48 heures ou de 7 à 14 jours après leur admission. C'est ce qui a été considéré comme la branche post-stabilisation. C'était le temps de commencement était de 1 jour et de 8 jours
dans la branche post-stabilisation et ce qu'on regardait, c'était le taux de mortalité, mais ça ne changeait pas selon la branche. Il n'y a pas de différence de mortalité avec l'urgence et la post-stabilisation, c'était pareil. Et également, il n'y avait pas de différence dans l'incidence de IRIS, c'est-à-dire la toxicité des médicaments entre les deux branches. Et c'est une des sources de préoccupation avec les ART au départ. Est-ce qu'ils vont supporter ces médicaments? Est-ce qu'ils vont développer de IRIS ou le syndrome immunitaire, réaction immunitaire? Alors, même si l'ART rapide, en dehors les 7 jours de diagnostic, est une priorité, spécialement et spécifiquement pour les enfants de plus de 5 ans d'âge, les enfants qui ont des maladies sévères, comme par exemple la malnutrition aiguë ou la TB ou d'autres maladies qui requièrent une stabilisation, il faut une stabilisation tout d'abord. Mais EART est encouragé en faisant partie du traitement de l'enfant qui a été hospitalisé, car si on attend de trop, il peut y avoir des erreurs au moment d'initier l'ART. Et pareillement, en parlant des enfants qui sont soignés, il est important que le soin se fasse lors de l'admission. C'est très recommandé, très utile plutôt que de mettre cela entre parenthèses. Autre chose, pour l'enfant qui est hospitalisé, ça nous permet de conseiller les parents sur la manière d'administrer l'ART. Nous passons énormément de temps dans les cliniques à montrer aux parents comment utiliser l'ART de manière sûre et correcte, particulièrement avec la formulation l'OPDV en granulés qui sont plus complexes que la plupart des autres médicaments. Par conséquent, cette opportunité, lorsque l'on a les enfants hospitalisés, de pouvoir montrer aux parents comment procéder est une excellente opportunité de pouvoir faire les choses correctement. La deuxième partie de l'optimisation, avec le conseil et le soutien. Les conseils et soutien sont besoin avec l'initiation ART. Et nous savons que les adolescents ont eu plus de difficultés à pouvoir suivre les médicaments avec le suivi. Et donc, le conseil et le soutien pour les adolescents à avoir avec des conseillers, des orientateurs, des groupes de soutien qui seront particulièrement utiles dans ce groupe d'âge. Un bon exemple de la façon dont ceci peut être fait a été montré par cette étude Vendere au Zimbabwe. Cette étude et ce programme utilisent les conseillers adolescents, CATS, qui soutiennent leur père, les enfants de leur âge et conseillent les adolescents qui vont être plus susceptibles de respecter et de suivre le traitement. Vous vous souviendrez peut-être des réunions de l'AIS il y a quelques années, les vidéos de haute qualité qui avaient été produites aussi en haut de la page. Il y en a un, il y avait une vidéo qui soulignait le travail mené par les encadreurs CATS et comment ce programme fonctionne. Troisième point que je voudrais mentionner au sujet de l'optimisation, c'est que nous avons en fait un meilleur ART qui vient pour les enfants et en particulier les tablettes cachées en 10 mg qui seront très bientôt disponibles. Et c'est une excellente opportunité pour permettre la recommandation de la messe qui a été mise au cours de ces dernières années et réémise au mois de juillet, que ce soit DTG soit disponible pour tous les enfants qui ont le VIH pendant plus de 4 semaines et qui est plus de 3 kg de poids. Ces formules sont faciles à utiliser, bien tolérées, évitent le problème de la résistance de la base, en particulier avec les médicaments NRTI.
et c'est une fois par jour, ce qui encourage l'adhérence. Ceci permet d'optimiser ART et c'est central à l'heure de traiter les enfants qui ont un état avancé de VIH. Passons à la partie prévention de la politique et du programme VIH. Pablo a déjà décrit qu'est-ce qui amène la mortalité et morbidité chez les enfants qui vivent avec le VIH, TB, DCP, infection bactérielle et malnutrition. Au niveau de la prévention, ces causes communes de mortalité sont tenues en compte, infection bactérielle, PCP, tuberculose, méningite, cryptococcale pour les adolescents. Comme ça a été mentionné, ce n'est pas très fréquent parmi les jeunes enfants, et les vaccins pour éviter et prévenir les infections. Pour les raisons de cette présentation, je vais me concentrer sur les traitements de la tuberculose et le BCG. Nous avons une quantité d'expérience assez considérable pour la prévention de TP avec l'isoniazide, qui est administré pour 6 ou 9 mois. Ça fait plusieurs années que l'on fait un suivi. Il y a de très bons résultats, c'est très toléré par les enfants. Inversement, les adultes ne tolèrent pas tellement l'iosanise, mais c'est plus toléré chez les enfants. Cependant, la durée du traitement peut avoir un effet sur les taux de réussite. Il y a un bon travail qui a été accompli par une de nos présentatrices aujourd'hui sur l'IPT sur les enfants qui ont VIH. Et nous savons que l'ART et l'IPT ont des avantages pour les enfants qui ont le VIH pour la prévention de la tuberculose, mais lorsque c'est combiné, il y a un effet cumulé. Ça veut dire qu'on reçoit davantage pour la même chose. Il y a cependant d'autres options disponibles pour la prévention de la TP. On parle en particulier du traitement avant que l'on ait véritablement la tuberculose développée. On a utilisé IPT, mais il y a d'autres options qui sont par exemple la rifampicine, qui est une thérapie de prévention qui est administrée pour 4 mois et il a été démontré que c'est efficace et bien toléré avec une durée plus courte que IPT. Ceci dit, il y a des interactions considérables avec les enfants qui ont le VIH, comme Pablo vient de le mentionner il y a quelques instants, particulièrement entre rifampicine et le médicament central du traitement. Nous savons qu'il y a une interaction avec des TG, LPPR, avec RAL, avec NPP. Seulement, le FEV n'a pas d'effet. Mais nous avons une manière de pouvoir adapter les doses ARV en permettant rifampicine pour l'utilisation avec des enfants qui souffrent de VIH avec une double dose de la LPVR ou une double dose de la RAL et du DTG. Un régime qui est devenu très utilisé chez les adultes, c'est le 3HP avec 3 mois de isoniazide et de la rifampicine, qui est de la même famille que rifampicine. Et cette combinaison de médicaments est également efficace avec moins de pilules à avaler pour les adultes, avec des taux de réussite qui sont élevés. Et il y a des informations et des données sur les enfants qui ont entre 2 et 17 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la rifampicine est similaire à la rifampicine parce que ça peut avoir un effet sur la concentration d'autres médicaments ARV et d'autres médicaments en dehors de la famille ARV comme les anticonvulsants comme phénatone.
Mais pour la rifapentine, qui sera donnée une fois par semaine, il y a une étude pour les adultes qui montre que l'effet de la DTG est minime, avec des adultes et des adolescents minimes. Et ça devrait être donc sûr pour utiliser sans avoir fait des modifications dans les doses, mais ce n'est pas encore une recommandation officielle dans la façon de procéder. Alors, d'utiliser 3 HP pour les enfants qui ont HP n'est pas disponible, mais le sera bientôt. Un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de formule adaptée aux enfants. Nous espérons que ce sera disponible dans un avenir proche. Un autre régime qui a été suggéré, qui est en train d'être étudié, c'est AHP, qui est un mois de isoniazide et rifampicine de manière quotidienne. Les données sont seulement disponibles pour les adultes qui ont du VIH, pas encore avec les enfants. Malheureusement, ces données ne sont pas encore disponibles pour les enfants, mais c'est quelque chose qui devra être tenu à l'œil pour l'avenir. La dernière est le 3HR, c'est 3 mois de isoniazide et rifampicine de manière quotidienne. C'est aussi efficace que l'isoniazide pour 6 mois. Et l'avantage de ce régime, c'est que les combinaisons sont pour les enfants qui existent déjà, comme Pablo l'a mentionné, en parlant du traitement de la tuberculose. C'est la combinaison qui serait utilisée pour les 4 derniers mois de maintenance avec le traitement de la tuberculose. Et cette formule existe déjà. Et ça pourrait être rajouté facilement dans la quantification et stratégie d'acquisition par le ministère de la Santé. Les avantages, ceci dit, une fois de plus, c'est que ça utilise le rifampicine et qu'il y a une interaction de médicaments qui existe entre la majorité des médicaments qui sont utilisés pour traiter le VIH parmi les enfants. Voici un bon résumé des différents régimes qui sont disponibles et quelle utilisation peut être faite parmi les enfants. La deuxième partie de la prévention de TB, c'est la vaccination, le vaccin BCG. Nous savons que c'est un vaccin efficace dans la prévention, spécialement parmi les enfants, et il est à une prévalence élevée parmi les enfants. Cependant, nous savons que les enfants qui ont BCG peuvent avoir des problèmes, en particulier. On peut voir ici l'infantilitis qui se trouve à côté d'où le BCG est donné, avec des enfants qui ont du VIH en état avancé, ou même pire, lorsqu'il y a des infiltrations dans le foie ou d'autres formes de maladies. Ça peut être utilisé avec soin et en faisant attention, mais il faut bien sûr équilibrer les risques et les récompenses. Ici, nous voyons que les nouveau-nés qui sont nés de femmes qui ne savent, on ne sait pas s'ils ont le VIH devraient être vaccinés avec le BCG. Les nouveau-nés qui sont nés de femmes qui vivent avec le VIH, mais on ne sait pas s'ils ont le VIH, devraient être vaccinés s'il n'y a pas de preuve d'infection VIH, indépendamment du fait de si la mère reçoit de l'ART ou non. Et les nouveau-nés qui ont VIH confirmé, et c'est là, dans ces pays où il y a des tests à la naissance, où on peut avoir ces confirmations, ces enfants devraient attendre de recevoir leur BCG jusqu'à ce que le ART soit administré et qu'il soit stérilisé. Donc, je voulais parler des autres vaccinations prioritaires parce que il y a l'opportunité pour être disséminé à d'autres enfants qui vivent avec l'infection. C'est que les infections pneumococcales sont des sources importantes de gens avec la maladie. Donc, le vaccin conjugué, on doit s'assurer que cela est donné aux enfants infectés au VIH. La rougeole, c'est également une priorité pour la vaccination.
parce que c'est une maladie avec une haute mortalité. On sait que les enfants qui ont la maladie avancée de VIH avec une quantité très faible de CD4 ne répondent pas aussi bien. Donc, il y a une recommandation que les gens qui reçoivent des doses additionnelles de vaccin de la rougeole, une fois que la reconstitution immunitaire a été atteinte. Et pour le HPV, on sait que cela crée le cancer du cervix pour les femmes et avec un taux supérieur pour les gens qui ont une prévalence supérieure pour les gens qui ont infecté en VIH. Donc, donner ce vaccin aux filles et aux adolescentes, cela peut empêcher les infections HPV avant qu'elles soient exposées aux pathogènes lorsqu'elles commençaient à avoir des rapports sexuels. Donc, l'OMS recommande une série de 3 doses pour le vaccin HPV et pour les filles d'au moins 9 ans. Et cela devrait être une grande priorité pour l'expansion, en ce qui concerne la prévention de maladies graves, d'autres formes de la maladie VIH grave. Donc, j'ai parlé des détails sur la stratégie et dans le guide de politique. Donc, les gens qui vivent avec le VIH ont un taux de mortalité très important. Ils méritent une intervention, un traitement comme les adultes. Ce guide de politique nous permet de nous reconcentrer sur les enfants avec la maladie avancée et mobiliser les ressources pour améliorer leur pronostic. Merci. Merci, Justin, pour cette présentation informative. Et je voudrais remercier les présentateurs pour leurs intervenants pour leur présentation. Nous sommes arrivés à la fin de la première session et nous allons passer à la session questions-réponses. Et j'aimerais donner à Martina et Lisa la parole pour gérer la session questions-réponses. Martina, vous avez la parole. Bon, c'est Lisa. Je sais que peut-être que nous pouvons prendre de Pablo, de savoir, pour lui demander comment est-ce qu'il gérerait le cas. Pour le cas de Pascal, oui, une approche rapide sur votre manière de gérer le cas. La première chose, et des gens ont mentionné donc de ne pas rater les opportunités manquantes pour l'enfant qui arrive avec une malnutrition grave. Ça ne devrait pas arriver. Il y a des cliniques avec des infirmières, des médecins, des techniciens. Lorsqu'ils voient un enfant mal nourri en phase moyenne, il faudrait être dépisté pour le VIH et la TB. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de problème de famine. Donc, si vous voyez un enfant malnutri, il ne faut pas penser que c'est parce que l'enfant ne reçoit pas de nourriture. Peut-être qu'il y a un problème sous-jacent et cela doit être examiné. Pascal a mentionné que si l'enfant, il faut examiner l'enfant pour la tuberculose, cela doit être éliminé comme hypothèse. S'il est malnutri, gravement malnutri, il faut un traitement antidiarrhéique et des antibiotiques généraux. Et lorsque l'enfant est en convalescence, on a éliminé l'hypothèse ATB et il faut poser des questions sur les contacts de la famille parce que pour les enfants de moins d'1 an, il faut savoir le contexte familial, s'il y a d'autres personnes qui ont dans la famille qui ont le TB, pour les enfants de moins d'1 an. Donc, il faut commencer, si vous avez éliminé le TB, donc il faut commencer avec le traitement VIH, il faut commencer très tôt l'ART, la thérapie ART. Merci. Peut-être Jason peut nous dire un mot là-dessus. Donc, je suis d'accord avec Pablo pour ce cas.
il est important de faire le dépistage TB, est très important pour un enfant qui a une maladie si avancée. S'il y a une capacité de faire des tests pour la tuberculose, on fait le sputum induit ou le lavage gastrique et en utilisant un GeneXpert, ce sera utile pour confirmer le diagnostic, mais il faudrait, c'est très hautement on devrait avoir un soupçon et si un enfant ne s'améliore pas rapidement, des traitements antibactériels qui devraient commencer dès le départ et ensuite thérapie TB devrait être prise en compte. Autre chose, et de même, on devrait penser au PCP si la pneumonie est grave. De même pour les enfants qui ont la maladie avancée peuvent avoir une forme PCP plus indolente. J'ai vu des enfants qui ont été admis à l'hôpital pendant des enfants à l'hôpital. On ne pensait pas qu'ils avaient PCP parce que ce n'était pas grave et il n'y avait pas beaucoup de détresse, mais en fait, ils ont été diagnostiqués. Le diagnostic, on les a diagnostiqués de PCP. Donc, un enfant qui ne progresse pas rapidement, il faudrait faire cela. Donc, pour la présentation également, le traitement du docteur précédemment et la candidose. Donc, il faut améliorer ça rapidement. Peut-être que mais peu importe, l'élément malnutrition devrait être abordé rapidement en utilisant l'approche de chaque pays pour gérer la malnutrition grave en utilisant les formules mentionnées par Pablo F95 ou les nourritures thérapeutiques qui sont sans danger, efficaces pour la malnutrition grave ou modérée. Ces patients devraient être suivis de près. Il y a un risque pour des infections additionnelles, des infections bactérielles et de même, ils peuvent avoir des changements, des variations dans leur électrolyte, dans leur liquide. Et il faudra aborder cela pour la renutrition. Et il faut également, une fois qu'ils sont stabilisés, ils peuvent prendre les médicaments par voie orale. Il faut encourager les gens à commencer les thérapies aussi rapidement que possible. Et Jason a tout mentionné, mais pour le TB, l'âme et l'urine, c'est formidable. On l'utilise dans différents pays. En Afrique, au Chili, avec la pneumonie grave. C'est une technique facile. C'est très bien de l'utiliser pour l'infection VIH également. Merci tous les deux. Je vais demander au docteur Pascal de partager rapidement comment lui, il a géré le cas. Et j'aimerais rappeler le point de Jason pour les enfants où les tests reviennent négatifs pour la TB. Il faut tenir compte comme diagnostic clinique et garder les enfants, surtout un enfant qui est si malade, considérer quand même la tuberculose parce que, outre, si vous n'allez pas utiliser des grandes doses de otromexazole, commencer la dose prophylactique pour un enfant qui est si malade. On va passer à Dr Pascal et il peut nous dire comment il a géré l'enfant. Merci Lisa. Je remercie Jason et Pablo pour les points qu'ils ont mis en exergue pour la gestion de cet enfant. On a essayé d'éliminer la TB, le diagnostic de la TB. On a essayé de le faire. On a réalisé que ce n'était pas un cas de TB. L'enfant a été traité avec des antibiotiques. Mais alors, on a commencé la réhydratation orale parce que l'enfant avait il avait soif et il pleurait sans larmes. Donc, il était déshydraté. Ça a été géré avec précaution parce qu'on devait faire très attention. Nous avons perdu le son.
pendant la réhydratation orale. Pendant les prochaines 10 heures, on a vraiment surveillé de près l'enfant et on a lancé le traitement pour la malnutrition en utilisant les formules à l'établissement, que nous avons dans l'établissement. Ce qu'on n'a pas pu faire, on ne pouvait pas. On n'avait pas la possibilité de faire un TB-LAM parce que l'établissement n'était pas équipé pour faire un TB-LAM. Pour le moment, on a essayé d'obtenir des TB-LAM pour les petits établissements. On n'a que 2 établissements dans cette région où l'enfant a été traité, où il y a des TB-LAM. Nous avons perdu le son. Mais l'enfant a bien réagi au traitement antibiotique et l'hydratation orale et la formule de nutrition pour sa malnutrition. Et on a commencé tout de suite les ARV avec l'eau purito. On a utilisé des pellets, des granules. Mais tout de suite, on a également commencé les doses prophylactiques de Bactrine. On n'a pas traité la candidose. Nous avons perdu le son. Nous avons perdu le son. Et le candidose a été éliminé. Et l'enfant pouvait s'alimenter normalement. Donc, on l'encourage à boire. On a continué à suivre l'enfant de très près. On a eu de bons résultats, comme vous pouvez le voir. Donc, on a éliminé la TB. On a traité la malnutrition pour toute infection bactérielle. On a commencé le traitement antirétroviral et on a suivi l'enfant. Donc, voilà ce que nous avons fait pour la gestion de cet enfant. Et heureusement, on a eu le bon résultat. Pascal, une question. Nous commentons dans le chat, des gens parlaient du délai de 2 semaines. Vous n'avez pas de PCR au lieu de soins. C'est ce qu'on essaierait que tout le monde ait donc au lieu de soins, ou bien est-ce que vous avez bien géré, vous n'avez pas entendu le test? C'est la recommandation OMS lorsque vous suspectez une maladie avancée. Vous n'avez pas de résultat PCR plus rapide. Exactement. Lorsque j'ai entendu les gens dans le chat, des missions à ce point de soins, on n'a pas pu continuer. Il y a une pénurie de ressources. Le laboratoire, c'est de 2 à 4 semaines. On a dû placer les enfants sur traitement. Le diagnostic préventif était clair. On ne voulait pas rater l'occasion de commencer l'ART pour l'enfant. Donc, pourquoi attendre le test PCR qui est revenu positif? Merci, docteur Pascal. Je suis tout à fait d'accord. Comment vous avez géré l'enfant, surtout par rapport au PCR? Je pense que nous devons nous arrêter et prendre une pause de 5 minutes parce que nous avons un peu dépassé le temps qui nous a été imparti. Donc, vérifiez les questions, mettez votre question dans la question-réponse et nous allons recommencer dans 5 minutes. Merci à tous les présentateurs.
Bonjour tout le monde, c'est Sabine qui vous parle. Nous pouvons recommencer. J'espère que tout le monde est de retour. Nous avons fait une pause rapide. Nous passons à la deuxième partie du webinaire qui se concentre sur les expériences pays pour mettre en œuvre le paquet de soins pour la maladie la plus avancée VIH. Je suis Sabine Facueil et je m'occupe des groupes vulnérables pour l'OMS, pour le programme global. Je me concentre sur le TB et pour les enfants et les adolescents. Donc, Barry Longway est officier médical pour Elizabeth Glaser, Fondation VIH au Malawi, et pour la maladie avancée VIH, il va parler de l'expérience avec la mise en œuvre du dépistage TB, le diagnostic de TB pour les enfants qui vivent avec la TB au Malawi. Donc, continuez à marquer vos questions dans la session questions-réponses. Si on a assez de temps après la seconde présentation, les panélistes vont essayer de répondre aux questions en écrivant également. Donc, Barry, vous avez la parole. Barry, on voit votre diapositive, mais on ne peut pas on ne vous entend pas. Bonjour Sabine, on vous entend. Bonjour et bon après-midi, mes collègues, je m'appelle Barry, comme a dit Sabine. Donc, c'est mon obligation de parler des expériences. Et voici des diapositives pour Malawi, pour le dépistage TB, chez les clients enfants et adolescents dépistés pour le TB. Donc, voici, je vais parler un peu du contexte de la maladie avancée et de la mise en œuvre au Malawi, comment Genexpert et TBLM sont mis en œuvre et la thérapie, et je vais parler des obstacles existants au dépistage TB et certains succès et des solutions que nous avons en ce qui concerne le dépistage TB dans la population pédiatrique adolescente. Donc, au Malawi, on a commencé à mettre en œuvre des programmes de VIH avancé avec certains sites au Malawi, et on a augmenté le nombre de sites, et maintenant il y a maintenant 23 sites actifs à travers le pays. Donc, le déroulement a été par phase et sous l'auspice du ministère de la Santé, et cette mise en œuvre est faite par le modèle Hub and Spoke. C'est pour améliorer les références et pour augmenter les références entre les petits et les grands points de santé. Donc, Hub and Spoke, c'est réseau en étoile. Donc, il y a des paquets de soutien et d'adhésion offerts au niveau clinique, diagnostic, thérapeutique et d'adhésion qui sont tels qu'orientés par l'OMS et le ministre de la Santé, les directives de ces organisations. Et le dépistage TB est l'un des éléments clés, et le dépistage intégré, les outils pour utiliser. Il y a des outils utilisés pour le dépistage pédiatrique et le dépistage intégré au moment de l'accouchement, des points d'accouchement de l'enfant. Donc, voici l'algorithme de dépistage TB utilisé, comme vous voyez. Donc, c'est ce qu'on utilise pour la maladie avancée, pour le dépistage TB. Donc, nous avons un client positif au VIH, TB, une présomption qu'il a le TB VIH. Donc, pour certains des clients qui ont des défaillances biologiques, on voit d'abord s'il peut
produire du sputum, du crachat. Donc, s'il peut, il donne un échantillon qui est testé par GenExpert. S'ils ne peuvent pas, donc, on va pour le décompte CD4. Hein. S'il y a moins de 200 pour le compte CD4, comme l'OMS a les prescriptions OMS, il va faire un TB-LAM test disponible dans les 23 sites, mais c'est le décompte CD4 hein, n'est pas moins de 200, ou il est plus de 200. Donc si la numération CD4 est supérieure à 200, donc ils vont faire une radiographie de la poitrine et ils peuvent avoir des rayons X de la poitrine. Donc si c'est positif, on commence le traitement. Si c'est négatif, après l'examen clinique, il fait l'examen clinique et rayon X de la poitrine. Si c'est invalide, on refait le test. Donc, pour les résultats, avec expert, si le TB est détecté, si il est résistant ou pas, et on suit les directives s'il n'y a pas, les directives NTP, s'il n'y a pas de détection, il est réacheminé cliniquement. Un autre diagnostic est émis et il est géré pour avoir un autre diagnostic ou d'autres investigations. Donc, voici l'algorithme que nous suivons pour le dépistage TB. Donc, pour GenExpert, dans les sites qui en disposent, c'est fait pour tous les cas de présumés TB et il y a des transports d'échantillons pour les enfants à partir de sites non experts qui n'ont pas GenExpert. Donc, ils ont un échantillon qui est transporté dans un site où il y a des GenExpert et c'est facilité par Riders for Health à travers le pays. Donc, certains sites centraux sont formés pour assurer la collecte des échantillons de non-sputum avancés, par exemple sputum induit, NPA, FNA, et les aspirats gastriques. Ça a été fait pour augmenter l'accès à Expert pour la collecte des échantillons. Donc, on a également Expert Ultra qui est utilisé dans 2 hôpitaux de district, un dans la région centrale et l'autre dans le sud. Et depuis l'introduction de Expert Ultra, on a noté une augmentation des diagnostics des cas TB dans ces 2 établissements, surtout pour les enfants et les adultes. Donc, par rapport à l'algorithme que je vais montrer, nous avons également TB-LAM qu'on utilise pour le test et pour le dépistage de TB dans ces sites. Donc, c'est présent dans les 23 établissements qui mettent en œuvre les programmes de maladies VIH avancées. Donc, ce test en utilisant TB-LAM est un test que fait au lit, patient au lit. Donc, c'est mené par des cliniciens, des infirmières ou des assistants diagnostiques VIH qui ont été formés pour Donc, l'achat de ce test a été fait par le Fonds global et à travers le ministère de la Santé en termes de traitement préventif TB, TPT. Nous offrons l'isoniazide, IPT, à tous les enfants positifs pour le VIH et aux adultes dans les 23 districts pendant 6 mois. Et on a également on a acheté des 3HP qui est dans le pipeline. Et grâce à 2 mécanismes impact pour le projet TB et le ministère de la Santé avec le support du Fonds global. Donc, ce pays, c'est mis en œuvre dans 5 sites dans le pays, mais
depuis janvier, à partir de janvier l'année prochaine, nous aurons 3 HP dans le pays. D'ici avril, autour d'avril, ça devrait être disponible dans tous les districts du pays. Donc, par rapport aux obstacles auxquels nous sommes confrontés pour mettre en œuvre dans les sites qui ont ce diagnostic pour c'est la connaissance limitée et l'hésitation à faire un diagnostic TB chez les enfants. La plupart, par les fournisseurs de première ligne, ils ont peur de s'engager à un traitement. Ils ne veulent pas s'engager pour les enfants, pour le diagnostic TB. Et le problème, il y a des retards dans la prise de décision basée sur les références. Si un enfant, on voit un enfant dont on suspecte qu'il a le TB, dans un état, il est diagnostiqué dans un petit établissement, les références pour un établissement plus important, il y a un délai également pour le diagnostic de TB. Donc, c'est l'une des grandes difficultés que nous avons abordées ici, comme vous voyez dans les diapositives. Et autre obstacle, c'est la disponibilité limitée des options de diagnostic, surtout dans les centres de santé. Et une des difficultés, c'est le manque de rayons X de radiographie et parfois la machine ne marche pas. Donc, pour les grands établissements, l'accès à la radiographie n'est pas disponible. Même dans les hôpitaux de district, les machines de radiographie sont nécessaires pour faire un diagnostic TB lorsque vous avez épuisé les autres options. Et parfois, il n'y a pas de rayon X. Donc, c'est l'une des grands obstacles les plus importants pour pour diagnostiquer les enfants avec la TB. Donc, des solutions couronnées de succès. Nous avons mené une formation adaptée TB pédiatrique pour le staff dans les établissements. Dans les établissements avec beaucoup de cas de TB, donc avec comment prendre des décisions rapidement et les références, et pour savoir quand faire des références, quand est-ce qu'il est approprié, ou quand ils peuvent envoyer les enfants qui suspectent avoir une infection TB ou qui ont TB. Ensuite, il faut tirer profit de la plateforme ECHO pour renforcer la capacité du personnel. Avec la plateforme ECHO, nous avons des discussions et des cas et la didactique sur les cas TB. Et ce n'est pas seulement limité à la TB pédiatrique, mais à d'autres sujets. C'est un des sujets là, de TB pédiatrique, ce n'est qu'un des sujets abordés. Et comme j'ai mentionné auparavant, nous mettons en œuvre le modèle en étoile et cela permet des références rapides et un accès à d'autres options de diagnostic au sein du réseau des établissements qui ont ces services. Donc, cela dit, les références rapides et dans les petits établissements qui n'ont pas accès au rayon X, le TBLM et à d'autres gynéexperts, ils peuvent référer au prochain niveau pour ce service. Eh bien, merci, Barry, pour un partage des expériences réelles au Malawi. Je pense qu'il y a des objectifs clairs avec des ingrédients pour les enfants qui ont TB du point de vue de la
capacité avec la formation, avec du suivi sur le terrain et la supervision sont des questions critiques à tous les niveaux du système sanitaire. Notre présentateur final, c'est la docteure Esther Casas. Elle est conseillère HAV VIH-TB de l'unité de soins à la ville du Cap en Afrique du Sud. Elle va parler du jeune enfant avec VIH en état avancé à Kinshasa, RDC. Continuez à envoyer vos questions et on essaiera de répondre à toutes ces questions autant que possible. C'est votre tour, Esther. Allez-y. Merci beaucoup. Vous voyez bien mon écran correctement, n'est-ce pas? Oui, peut-être que vous pourriez passer en slideshow. Voilà, très bien. Eh bien, merci Sabine et merci les organisateurs pour me permettre de parler de mes expériences avec les enfants avec la maladie VIH en état avancé, avec un soutien de Kinshasa. Dans la présentation aujourd'hui, nous allons aller assez vite et nous espérons que tout le monde n'est pas trop fatigué. Nous allons voir ce que le MSF fait avec le HD et les soins pédiatriques pour HD. Organisé à Kinshasa, nous allons voir quelles sont les caractéristiques des enfants qui vivent avec le VIH, qui sont mis dans des unités, dans les villes, en même temps que les résultats avec les stratégies. MSF se concentre sur les enfants. Nous voyons que les enfants sont affectés, sont vulnérables et négligés avec un impact disproportionné. MSF s'est concentré sur le soin pour les enfants qui ont eu VIH dans un état avancé avec un paquet national pour PV et OPV pour faire un suivi et contribuant aux recommandations de l'OMS, TBLAM et également l'initiative mondiale pour les contributions CHAI. Cette carte est simplement un aperçu des projets de MSF. Ce n'est pas tout inclusif, qui se concentre sur VIH en état avancé, y compris le soin pour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de notre expérience de l'hôpital Kinshasa en RDC, où MSF est présent depuis de nombreuses années, en soutien du ministère de la Santé, dans le soin pour adultes, enfants et adolescents. Ça peut être utile de comprendre comment les services dans cette ville sont organisés et comment le soutien de MSF est stratégique et essentiel. À Kinshasa, il y a cette unité IPD de 42 lits avec la division pour les enfants qui est de 4 à 6 lits, mais dans le même hôpital, il y a également un département qui gère à peu près 1500 patients par an. Il y a également le soutien et l'encadrement pour d'autres centres de soins. Il y a un chemin pas tellement établi dans les villes. Les enfants peuvent en fait arriver recommandés par l'OPB dans l'hôpital, d'un centre de santé qui pourrait avoir des quantité réduite de personnes ou dans les hôpitaux, dans les petites villes, où ils peuvent simplement se présenter en recherche de soins de santé. Ils sont évalués pour voir quel est le niveau d'IPD et l'admission est décidée sur des critères cliniques. MSF se concentre sur les enfants à Kinshasa. Et soutient les adolescents qui ont du VIH. À ce moment-ci, nous ne sommes pas exposés aux tout jeunes, mais pour rappel, il faut savoir que on est à 40% de taux avec 20% de MPC. Il n'y a de tests de suivi, de conseils. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas identifiés.
Il y a réellement quelques études qui viennent de Kinshasa qui montrent que la plupart des enfants qui vivent avec du VIH dans la ville sont identifiés au niveau de l'hôpital lorsqu'ils sont déjà très, très malades. Et c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Il est certainement réel d'avoir un haut taux de mortalité dans la communauté. Il y a des hauts niveaux de stigmate qui contribuent également à des habitudes sanitaires qui sont très basses. La plupart des enfants que l'on voit dans les hôpitaux sont des enfants avec des problèmes sociaux. Souvent, ce sont des orphelins, des enfants mal nourris et qui ont d'autres problèmes. L'ensemble des soins pour les enfants qui ont VIH sont donnés avec ceci et d'autres ouvrages similaires, incluent les éléments suivants. L'intégration de soins et VIH-TB dans n'importe quel centre pédiatrique à nutrition, accès à VIH, TNPCR, VIH-RNAVL, particulièrement à Kinshasa, c'est disponible sur plateforme dans l'hôpital, ART pour tous ceux qui ont moins de 5 ans avec VIH, l'algorithme diagnostic de TB qui suivent les recommandations de l'OMS, qui ont détection au niveau de la clinique, experte, projet pilote avec stratégie innovatrice comme par exemple Expert Tools, TBLAM, les radiographies rayons X sont disponibles sur demande, mais dans ce projet ici, on est en train de mettre en place des machines mobiles pour prise de radiographie. Également, CRAG symptomatique pour les enfants et le changement de DDG, régime DDG en utilisation précoce pour les soins pédiatriques. Voici les caractéristiques des enfants qui sont admis à l'hôpital en 2019 pour la première moitié de l'année 2020, avec un total de 155 enfants qui ont été admis l'année passée et 62 pour la première moitié de cette année. Les enfants sont des jeunes adolescents, en général, qui représentent 60% des enfants qui sont admis. Mais 25% des admissions pédiatriques sont des enfants de moins de 5 ans. En 2019, aucun enfant avait moins d'1 an et en 2020, il y a eu 3 enfants de moins d'1 an. En général, tout ceci est documenté avec la première moitié de cette année. De tous ces chiffres, 64-68% sont en train de prendre les ART au moment de l'admission. Et parmi ceux-ci, il y a 60% en première ligne et 40% en deuxième ligne. Et avec 36% en première ligne et 50% en deuxième ligne. En rapport avec la ligne de base et suppression, le nombre d'enfants sur ART et ceux qui ont une charge virale élevée au moment de l'admission augmente par groupe d'âge. 38% de moins de 5 ans pour un chiffre qui est en augmentation quand il y a de l'ART. Les 14 en dessous de 5, 44% se retrouvaient avec une charge virale élevée. Vous pouvez trouver cela sur le graphique. 5 à 9 ans, 18, 75%, et 64% est avec une charge virale élevée entre 10 et 19 ans. Avec 56% des enfants sur RT qui avaient une charge virale élevée en 2019, l'année passée. TBLAM, comme je dis, ça fait partie des paquets diagnostiques avec des enfants qui sont au moment de leur admission. Pour TBLAM, avec des enfants qui sont admis par groupe d'âge. Non, sur les traitements TBLAM ou
traitement de TB, initiation de TB LAM positif. Dans tous les groupes, on peut voir comme il y a un niveau bas de TB LAM, ça passe à 43%, 53% par groupe d'âge respectivement, comme on peut l'observer. Et pour voir que c'est bas, avec les enfants de moins de 5, on pense que ça peut être aussi en rapport avec les défis, avec la prise de l'échantillon d'urine, etc. Après ça, on a des initiations de ces enfants avec des niveaux de LAM positifs. Voici le CRAG cascade avec le nombre d'années, CRAG positivité, CRAG CSF et le niveau de positivité. Le crack sérum est pour les enfants, basé sur suspicion clinique avec les enfants qui ont, je suis désolé, on est en train de bouger ici. Alors, à gauche de ce graphique, vous verrez les enfants en dessous de 5 ans. Pour ceux-ci, 19% des enfants avec un crack sérum positif et un avec également un crack positif en CSF. Et à droite, vous avez les adolescents pour lesquels nous observons un 7% de crack séropositivité et un crack positivité en CSF. Et cette positivité était la même pour les enfants de 5 à 10 ans. Dans les groupes d'âge, on peut voir que le diagnostic pour tous les âges, pas de surprise, TB, pulmonaire et extra-pulmonaire, suivi par la pneumonie et PCP, et on voit que c'est la tendance pour tous les groupes d'âge. La disproportion pour tous les enfants, plus élevée que pour le TB, n'est pas la même que celle que nous avons pu observer les années antérieures. Et nous voyons également plus de notification de toxoplasmose. Le diagnostic est basé sur les suspicions cliniques et les symptômes neurologiques. Sur les forums de TB extrapulmonaire, on aurait mieux fait de voir les groupes séparés avec quelques cas de TB méningite et autres comme TB abdominal, etc. Lorsque l'on regarde les résultats de IPD, on voit la mortalité sur le temps depuis 2017 par groupe d'âge. On peut voir pour chaque année une représentation. Les chiffres sont peu élevés pour les enfants de moins de 5 ans, mais la mortalité en dessous de 5 se trouve à 14%, pour savoir qu'on a observé une augmentation de la mortalité dans la première moitié de l'année 2020 à 16% de mortalité pour ceux qui ont de 5 à 10 ans et similaire également pour les adolescents. Mais, quelles sont les causes de mortalité? S'il est peut-être impossible d'avoir des conclusions à cause des chiffres peu élevés que nous avons, nous pouvons observer que pour ceux de moins de 5 ans, à gauche, 3 enfants sur 10 sont décédés à cause de la tuberculose. De 5 à 10 ans, au centre, 2 des 5 enfants qui sont décédés ont décédé de PCP. Et 2 de 4. Et pour les adolescents, à droite, 9 enfants sont décédés de TB et encore 6 pour d'autres causes. C'est une récompilation d'autres causes d'une proportion moindre. Alors, en conclusion, nous croyons que trop d'enfants sont admis à l'hôpital en étant déjà trop malades, spécialement quand il y a une infection VIH qui devrait être considérée comme étant évitable pour les enfants. Lorsqu'ils sont admis, une autre proportion d'enfants sont admis avec un traitement ART rétroviral non efficace, spécialement les adolescents et la moitié ont des charges virales très élevées. C'est moins pour les enfants de moins de 5 ans,
qui ont été ratés avec un diagnostic qui aurait dû être plus rapide. Il y a un rôle pour TB Lab pour identifier les enfants qui ont du TB et avec une cause de TB comme cause principale de mortalité. On voit encore trop de mortalité dans le monde. Les causes principales de mortalité sont TB, PCP, pneumonie sévère et toxoplasmie. Le manque de suivi et d'études au niveau des soins peut être une raison. En résumé, il y a un rôle pour le diagnostic et la gestion pour les enfants qui ont VIH à un niveau déjà avancé, qui sont admis à l'hôpital pour améliorer le soin qui leur sont administrés. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et merci à mes confrères et à l'équipe qui se trouve à Kinshasa, qui est consacrée aux soins de ces enfants. Et réellement, ce n'est pas une tâche facile. Merci. Merci Esther pour ces informations de la RDC. Il est triste de voir que tous ces enfants qui souffrent de VIH sont admis dans des conditions cliniques lamentables avec des taux de mortalité qui sont très élevés. Nous avons peu de temps pour des conversations. Je ne sais pas, Martina, combien de temps est nécessaire pour un résumé. Je ne sais pas si on a le temps pour poser des questions. Oui, on a la possibilité de répondre à quelques questions si vous avez des questions à soumettre. Excellent. Je crois que beaucoup de questions ont été répondues par les présentateurs. J'espère que ces réponses seront disponibles pour les participants ultérieurement. Une question qui est arrivée pour Barry en termes de ce qu'il fait au Malawi pour le diagnostic TB pour les enfants qui ont VIH au niveau 3 ou 4, ils sont très malades. Avec l'algorithme que tu as montré, il semblerait que ces enfants reçoivent un traitement ailleurs. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu sur le cas de ces enfants? Barry, es-tu là? Oui, oui, oui. Est-ce que tu pourrais répondre, reposer la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, dans ton algorithme, l'algorithme se concentrait sur les enfants au niveau à étape 1 ou 2 qui ne sont pas très malades. Quelle est la démarche avec les diagnostics TV pour les enfants qui se trouvent à l'étape 3 ou 4 ou ceux qui sont extrêmement malades? Merci. Oui, merci Sabine pour cette question. Pour les enfants qui sont très malades et qui se trouvent à l'étape 3 ou 4, au stage 3 ou 4, l'algorithme est similaire, même si je pense que on se demande s'il y a ART ou pas, ou s'il y a une dose virale plus ou moins élevée. Pour ceux qui sont extrêmement malades ou qui ont un niveau 3 ou 4 clinique, ils sont détectés. Il y a une détection qui est faite avec les 4 questions et ensuite il y a une radio du thorax qui est faite où on essaie de voir un FAA et ensuite c'est géré en fonction des résultats de ceux-ci. Et autre chose que je voulais rajouter, c'est que dans certains cas, il y a un test lab pour ceux qui sont très malades et qui sont admis à l'hôpital. Oui, et en termes de test lab, Esther aussi peut répondre. Qu'est-ce que vous considérez comme étant des obstacles à la mise en place du lab pour les enfants qui sont en état avancé? Comment est-ce que ça peut être géré? Peut-être qu'Esther peut répondre avec Barry qui conclut.
Oui, merci Sabine pour cette question. Nous sommes véritablement en train de voir comment nous pouvons soutenir et encadrer ces équipes pour la mise en place de l'âme pour enfants. Je pense qu'il y a une composante de l'âme qui a été présenté comme test pour les adultes à Kinshasa, mais aussi dans d'autres projets. Ce que l'on peut observer, que c'est même si on le met dans les recommandations, les gens n'y pensent peut-être pas. Et je pense que, comme ça a été indiqué au départ, pour les enfants les plus petits, avoir accès au paquet complet de collection d'urine, etc. Ce sont des enfants qui sont très, très malades et prise d'échantillons d'urine n'est pas la plus facile des choses. Je pense que améliorer la gestion clinique avec le clinicien, je pense que c'est ça qu'on essaie de mettre en place avec formation, soins en général, etc. Merci pour ces éclaircissements. Marie, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, en rapport avec ce qui a été dit, en termes d'enfants qui sont en dessous de 5 ans, le gros défi, c'est la collecte d'échantillons, par exemple l'échantillon de l'urine. Mais je dirais aussi que pour l'utilisation basse de l'âme et également essayer de voir qui peut recevoir le traitement de l'âme, je crois que c'est un des défis auxquels nous devons faire face. On a essayé de rectifier ceci avec de la formation et au niveau de l'assistance diagnostique VIH et dépistage pour avoir une possibilité de pouvoir mieux traiter la question de l'âme pour les enfants. Martina et Lisa, je vous passe la parole pour la conclusion. Merci Sabine et merci à tous ces confrères qui ont contribué aujourd'hui à ce webinaire. En conclusion, nous devons rappeler tout le monde qu'il y a différentes ressources qui sont disponibles pour faire une détection, prévention et un traitement de AHD chez les enfants et les adolescents. Et il est clair que ce n'est pas la meilleure façon de donner des services aux enfants et aux adolescents. Ça peut être fait et il y a des actions spécifiques qui peuvent être menées en ce sens. La collaboration entre les États et les agences est essentielle pour la prévention, particulièrement pour ce qui a été mentionné aujourd'hui, pour travailler sur le terrain, pour pouvoir donner cette assistance sanitaire. Nous savons que le diagnostic de VIH dans les premiers moments est le premier pas pour prévenir AHD. Rappelez-vous aussi que AHD n'est pas seulement pour les enfants et adolescents qui ont des signes de VIH, ça peut être aussi présent parmi les enfants qui ont eu un soin interrompu et qui reviennent dans le système sanitaire après une période de temps. Il faut se rappeler qu'il faut réévaluer ces enfants ou adolescents pour voir s'ils ont la maladie. Nous voyons également que la manière de mettre en place les paquets de HD devrait être documentée et partagée et nous voyons encore à quel point l'expérience et les apprentissages de tout un chacun est important pour aider les autres confrères et collègues qui travaillent dans ce travail, dans cette optique. Et finalement, il y a encore des trous dans les recherches et c'est un assez bon résumé de la situation.
Alors, voyons ici quelles sont les recherches et quelles sont les ressources. Et c'est divisé ici en sections. Vous avez quelques idées ici au cas où vous pourriez être d'avoir des collectes d'informations et ensuite vous avez la possibilité d'être en contact avec des groupes de recherche. Ça peut être très important, non seulement pour de la recherche pure, mais aussi de la mise en place d'actions. Nous avons des ressources où vous pouvez trouver les politiques et les lignes d'orientation. Vous pouvez trouver ces liens dans le document. Et comme rappel pour tout le monde, le groupe de lutte contre le sida a un trousseau pour l'accélération des dépistages et du traitement des enfants et adolescents qui vivent avec le VIH. Vérifiez de manière suivi s'il y a des actualisations et d'autres informations qui sont rajoutées. Si vous avez besoin d'autre chose, dites-le nous et nous essaierons de vous assister. Je voudrais encore remercier nos modérateurs, Sabine en particulier et tous les présentateurs. Et nous vous invitons à rester branchés pour notre prochain webinaire qui est pour le 1er décembre où nous parlerons du soin pour les enfants et adolescents qui vivent avec le VIH. C'est tout ce qui est donné et utilisé pour assister ces enfants, pour assurer leur bien-être et leur vie. À bientôt au mois de décembre et merci à tout le monde pour votre participation à ce webinaire aujourd'hui.